Depuis le lancement de ce podcast, j'ai reçu pas mal de commentaires de personnes qui souhaitent développer leur patrimoine immobilier, qui est un pilier d'enrichissement dont on parle régulièrement ici, mais qui hésitent encore à passer à l'action, freinés par les peurs de se planter ou le manque de temps disponible pour s'occuper des projets de rénovation. Si tu te reconnais dans cette description, je serais ravi de te recommander une société d'investissement locatif clé en main qui s'appelle revenulocatif.com, que j'ai le plaisir de compter comme sponsor de ce podcast. Ce qui est bien avec Revenu Locatif, c'est qu'une fois le mandat lancé, les équipes s'occupent de tout, de l'analyse de ton projet, de la recherche de biens rentables dans la région Île-de-France où ils sont spécialisés, des travaux de rénovation, de la gestion locative, le tout avec un devis forfaitaire précis, sans surprise, comme on les aime, et un suivi régulier des avancées des travaux. Je suis moi-même client de la structure avec une opération actuellement en cours, et j'apprécie beaucoup la relation avec l'équipe dont tu connais certains membres qui sont passés ici sur le podcast. Bref, si ça t'intéresse, je te les recommande vivement et je t'invite à te rendre sur le site revenu avec un S, locatif avec un S.com/action et de remplir le formulaire. N'hésite pas à mentionner que tu viens de ma part, tu seras bien reçu. Une bonne question à se poser sur n'importe quel protocole. C'est demain il y a un gars qui bute toute l'équipe, qu'est-ce qui se passe? Et ben sur Terra Luna c'est très simple, le truc explose, le projet est mort parce qu'il y a plus d'injection de cash et les gars ils peuvent plus maintenir leur paye. Et en fait le problème vient de la CeFi où on se rend compte que tout un tas d'acteurs sont des plus gros macaques que le pire des macaques d'entre nous. Je sais pas comment le dire autrement. Ça s'est passé sur quelques heures, quoi. Donc le gars qui déposait au bon moment, en gros il a triplé son capital en quelques jours, quoi. Donc et c'était legit. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Que tu investisses ou non en crypto, tu as sans doute entendu parler de l'effondrement du projet Terra et de son stablecoin, un jeton stable censé être aligné avec le dollar, de la vague des liquidations qui a suivi sur les plateformes comme Celsius Network ou sur des fonds comme Three Arrows Capital, entraînant au passage une vague de scepticisme sur l'écosystème des cryptoactifs dans son ensemble. Scepticisme qu'on comprend bien. Il faut dire que dans l'investissement crypto, un stablecoin, c'est justement fait pour se prémunir de la volatilité des marchés et protéger son capital. Et que la finance décentralisée, DeFi, a été conçue pour être inarrêtable, capable de résister à toutes les attaques, qu'elles viennent d'États ou d'investisseurs influents. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Et qu'est-ce que l'épisode Terra Luna nous apprend sur la solidité des protocoles de finance décentralisée et de leurs stablecoins ? C'est ce dont je te propose de discuter avec Token Brice cette semaine sur le podcast. Fin connaisseur de la finance décentralisée, fondateur de DeFi France, un collectif grandissant d'experts et de passionnés de l'écosystème, Brice nous fait le plaisir de revenir sur le podcast après avoir donné un aperçu de la DeFi dans l'épisode 56. Au cours de la conversation, on verra comment s'est comportée la DeFi et la CeFi, finance centralisée, pendant ces événements néfastes sur le secteur crypto. Comment on peut reconnaître un stablecoin qui tient la route d'un stablecoin qui peut flancher, comme l'UST de Terra justement. Token Brice te guide d'ailleurs sur les filtres qu'il utilise sur la plateforme DeFi Lama pour les identifier en fin d'épisode. Pourquoi l'absence de gouvernance dans un projet crypto peut être une bonne chose au final pour sa pérennité et la stabilité de son jeton stable. Tu verras que Brice a un point de vue assez tranché sur le sujet. Quels sont les types de risques auxquels on s'expose sur les stablecoins, qu'ils soient de nature centralisée ou décentralisée ? Pourquoi autant continuent d'en être créés chaque jour et à quoi servent-elles ces stablecoins réellement ? Quel est le taux de rendement à partir duquel on doit se méfier de la pérennité du système et de la solidité de son investissement quand on pose de la liquidité sur des protocoles DeFi ? Enfin, Brice nous offre en fin d'épisode un aperçu de ce qu'il a appris aussi de la conférence ETHCC organisée à Paris il y a quelques semaines. Si tu investis sur des stratégies de rendement passif en DeFi, cet épisode devrait te donner des clés de lecture qui te font de toi un meilleur investisseur. Et si tu n'es pas totalement à l'aise avec l'environnement DeFi ou crypto même, je te conseille de mettre pause et d'écouter les épisodes 56, 75 et 78 en particulier du podcast qui posent un peu plus les bases sur le sujet avant de revenir à celui-ci.
Alors la conversation que tu vas entendre est extraite d'un live qu'on a enregistré il y a 2 semaines avec Token Brice et que tu peux retrouver dans son intégralité avec le suivi d'écran, etc. sur la chaîne YouTube des investisseurs 4.0. Je t'invite à passer y faire un tour. Avant de démarrer, un petit mot de remerciement pour les personnes qui ont soutenu le podcast cette semaine au travers de commentaires 5 étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify ou d'échanges sur les réseaux Insta, Twitter, LinkedIn ou par email sur paco@investisseur40.com. Merci à Nico, Jonathan, Christelle, Quentin, Ronan, Vivital, Flavien pour vos messages et pour vos échanges qui m'ont enrichi cette semaine. Enfin, je te rappelle notre prochain live questions-réponses avec Claire Vitou sur l'organisation et la productivité le mercredi 17 août à midi. Je t'attends en masse sur les réseaux. On aura cette fois-ci Instagram Live qui devrait marcher, en plus de YouTube, Twitter et LinkedIn. Et n'hésite pas à m'envoyer par avance toutes tes questions. Allez, sur ce, on attaque notre conversation et notre audit sur les stablecoins avec Token Brice. C'est parti. Salut à tous. Voilà, le live commence maintenant. Je viens juste de me connecter. Je vais attendre un peu que les participants arrivent, que Brice également arrive sur les plateformes. Allô, attendez. Est-ce que Brice est là? Salut, tu m'entends? Salut Brice, ouais, yes. On y arrive. C'est ce que je t'écrivais, je crois que c'était une sorte de salle d'attente. Mais je crois que c'est l'ennemi. Please. Ouais, bien sûr. Non, c'était une salle d'attente. T'avais raison en fait. Ça s'appelle la Green Room. Bon c'est cool. Merci beaucoup de participer. Ça me fait vraiment plaisir de te retrouver ici. C'est vrai que c'était un petit bout de temps la dernière fois, il y a 1 an, un truc comme ça. Mais ouais, ça fait un moment, c'est clair. Ça fait très plaisir la dernière fois qu'on a pu commencer un peu à explorer le truc, tu vois, le sujet. Et c'est vrai que c'était ardu. Je t'avais précisé d'ailleurs au début qu'on n'était pas sur une communauté crypto-friendly absolument, ou genre des experts de la folie. Donc ça s'est un peu vérifié. J'ai eu pas mal de commentaires genre ouais, c'est super, ça a l'air vraiment super trop top, le mec est vraiment engagé, enthousiaste et tout. Mais après ouais. Ouais, tu dois avoir un peu le même genre de réaction, ouais. de réaction. Et du coup, ouais, ce que je te proposais de faire, et du coup, j'ai squeezé l'intro, mais du coup, je vais aussi introduire le concept aux gens qui viennent de débarquer un peu sur le live. C'est l'idée du live, en fait, c'est que tu vois, en podcast, c'est vraiment cool de pouvoir interagir parler avec un invité qui peut partager le temps d'1 heure, 1 heure et demie, toutes ses connaissances. Mais il y a peut-être un peu de manque d'interaction parfois sur, tu vois, de la part des auditeurs où ils disent ça, j'aimerais bien poser la question, qu'est-ce que ça veut dire ça, comment, etc. Et donc le but des lives que j'ai lancé là cet été, c'est un peu avec les principaux invités les plus emblématiques ou les thèmes les plus intéressants, en fait, d'essayer de créer un peu de l'interactivité avec les gens au travers de live, voilà, comme ça. Et donc voilà, c'est un peu l'idée, c'est de poser les questions. Donc j'ai récolté un peu des questions de la part de la communauté. J'ai les miennes aussi parce que je suis très curieux. Et puis voilà, l'idée c'est juste tu vois de les passer peut-être en revue, mais surtout aussi et on peut même commencer par là finalement, de voir un peu ce qui s'est passé depuis 1 an chez toi, en fait, comment toi tu as évolué, quels ont été tes projets, tes réalisations, ton activité, ton actualité, quoi. Waouh. Le petit bilan annuel. OK. Allez, de bon matin. Ouais, non, moi, ça a quand même pas mal bougé de mon côté aussi, ouais, parce que au final, j'ai commencé avec un nouveau projet assez récemment, il y a quelques mois, qui s'appelle Liquity. Les gens ont sans doute entendu parler. Ouais, je crois que la dernière fois, on avait pas mal parlé de DeFi France. De ce côté-là, ouais. C'est vrai que ça a été assez cool parce que il y a eu une relève assez claire qui s'est mobilisée, quoi. Moi, je suis toujours ce qui se passe dans DeFi France, bien sûr, mais au final, ceux qui font bouger DeFi France maintenant, c'est des profils complètement différents. Pour certains qui étaient même pas encore là l'année dernière, donc ça fait plaisir aussi. Ils ont pris la main sur l'organisation des meet-ups. Ils organisent un peu des discussions toutes les semaines, ils font des trucs vraiment chouettes. Donc ça me fait vraiment plaisir qu'il y ait eu une sorte de passage de flambeau à ce niveau-là, quoi. Après, en DeFi, depuis 1 an, je dirais que je suis devenu plus bon père de famille et moins dégène. Mais ça, je pense que c'est la marche à suivre à peu près normale, quoi. C'est-à-dire, quand tu arrives, tu es un peu foufou.
mais c'est normal. Et au fur et à mesure, tu t'assagis. Et idéalement, tu t'assagis aussi parce que, bon, bah voilà, tu manages pas 10 000 balles de la même manière que tu vas manager des sommes plus conséquentes, quoi. Oui, c'est clair. Au début, quand il faut créer le capital, donc faut prendre un petit peu plus de risques, te lancer dans des trucs un peu machin. Et Et toi, Et tu t'étais aussi, t'avais une approche, si je me rappelle bien, qui était quand même plus vraiment de recherche, d'analyse, tu vois, de découverte de l'écosystème, plutôt que forcément se porter sur créer forcément du capital, même si c'est intéressant aussi, mais t'étais pas en mode on va faire de l'argent tout de suite, quoi. Ouais, mais non, c'est plus quelque chose. Bah, en final, pour moi, les deux sont quand même assez liés, mais c'était plus une question de comprendre concrètement dans quoi je mets les pieds, quoi. Aussi simple que ça. Bah, au final, oui, bon, il y a plein de manières de faire, quoi. Mais moi, j'ai jamais été trop fan de, je sais pas comment dire, acheter un shitcoin et croiser les doigts, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair. Je voulais, il y a une des questions, et peut-être que ça pourrait permettre aussi de créer un peu le contexte. Aussi parce que le contexte marché aussi a changé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. On était en plein bull run où genre on parlait de shitcoin, mais en gros tu plaçais 100 € dans n'importe quel shitcoin, tu faisais un x2 au bout d'une semaine. Il y a eu donc pas mal de la chute des valorisations, mais surtout pas mal de frayeurs, et ça a drivé pas mal des questions que j'ai reçues d'ailleurs de la communauté autour de ce qui s'est passé, tu vois, avec Terra, Luna, Celsius. Est-ce que tu peux nous faire peut-être un petit topo justement en mode insider de toi qui, en mode peut-être à froid, parce que c'est vrai qu'il y a toutes les headlines et tout ça, mais qui sont marrants, mais à un moment donné, avec tes mots, Ouais, bien sûr. Je sais pas si tu assumes que les auditeurs sont familiers avec les faits, ou il faut peut-être un petit récap. Ouais, peut-être t'as un récap, ouais. Ouais. Bon, on va le dire comme ça. Concrètement, depuis le début de l'année, on a eu une séquence un peu. Pour moi, c'est tout le monde a fait la fête pendant un an, et là, c'est la gueule de bois après la soirée. On se rend compte que la maison est saccagée, tu vois. C'est un peu ça. C'est-à-dire que ça a commencé vers mars, si je me souviens bien, avec l'épisode de DPEG du stablecoin UST, qui a amené en gros à l'explosion de tout l'écosystème Luna, Terra. Et dans la foulée de ça, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de fonds, donc des fonds privés, pas des trucs de DeFi, qui étaient exposés à Luna, et aussi certains services qu'on appelle des sites DeFi, des trucs comme Celsius, comme Coinbase n'était pas dans l'histoire, mais voilà, pour que les gens placent des trucs comme Coinbase, Crypto.com non plus, je crois pas qu'ils étaient exposés, mais voilà, des trucs un peu comme ça qui vous permettent d'acheter, vendre des cryptos, qui parfois ont des cartes. Certains d'entre eux ont aussi avaient en fait une exposition à l'UST. Pour certains qui étaient pas du tout pas du tout révélés, pas du tout explicités à leurs clients, et donc en fonction de la taille de leur exposition et ainsi de suite, on a eu des situations où certains sont en défaut total, d'autres ont tout simplement pris le coup en tirant dans leur caisse, quoi, parce qu'ils avaient pas encore trop, ça allait. Et il y a eu un peu une cascade de liquidation aussi à un moment donné. Donc voilà, beaucoup de tensions sur tout le marché, mais pour moi c'est quand même très positif cette affaire-là, parce qu'en fait, si on prend un peu de recul et qu'on réfléchit à ce qui s'est passé, c'est l'illustration même de pourquoi on fait de la DeFi et on fait pas autre chose. En fait, le problème, il est pas dans la DeFi. On va peut-être commencer par là. La DeFi a fonctionné parfaitement comme attendu. Il n'y a pas eu de problème. On a vu des chutes massives des prix des tokens, des liquidations de tous les côtés. Mais ça, c'est normal. Je veux dire, quand les prix baissent, il y a des liquidations. Mais justement, ça a bien fonctionné. Il n'y a pas eu de mauvaise dette accumulée, à part sur des protocoles vraiment de troisième, quatrième zone, sur des chaînes vraiment pourries et des trucs centralisés presque, mais qui sont passés pour de la DeFi. Donc à ce niveau-là, moi je pense que ça c'est positif, parce que la DeFi fonctionne comme attendu. Et en fait, le problème vient de la CeFi, où on se rend compte que tout un tas d'acteurs sont des plus gros macaques que le pire des macaques d'entre nous. Je sais pas comment le dire autrement. Parce que, je sais pas, là, par exemple, ce matin, je voyais un tweet, je sais plus qui disait, je crois que c'est Voyager, une des sociétés qui a fait faillite. On te rend compte que sa principale exposition, c'était Shiba Inu. Non mais t'imagines ça, un mec qui arrive et qui te dit, voilà, moi, mon portefeuille, c'est 70% Shiba. C'est un gars qui a $500 dans la crypto et qui a commencé il y a 3 jours, ça. Ben non, c'était Voyager. Tu vois, c'est quand même assez impressionnant. Mais donc voilà, au final,
avec la poussière qui retombe, on voit un peu tout ce qui se passait de ce côté de certains protocoles, de certains projets de Citify, et vraiment en fait ça met en lumière le fait que le plus grand problème à ce niveau-là, c'est qu'il n'y a aucune transparence. C'est que les utilisateurs de ces services sont arrivés, on leur promet, je sais pas moi, 10% de rendement sur leur stablecoin, ils les déposent là-bas, mais ils savent pas ce qui se passe derrière. Et en fait, pour certains, ils prenaient vos stablecoins, ils allaient les mettre dans Encore pour faire 20%, ils se goinfraient la différence entre les 20% qu'ils faisaient et ils vous payaient les 10%, et ça tournait tant que ça tournait, sauf que le jour où Terra y pète, désolé, t'as plus de thunes. Ouais. Et je reprécise donc DeFi, donc finance décentralisée vraiment pour les newbies. Finance décentralisée, CeFi, c'est donc la finance centralisée, donc c'est l'inverse finalement. C'est quand il y a vraiment un organe de contrôle, comme une société finalement qui prend des décisions elle-même. Alors qu'en DeFi, il y a un petit peu la vertu, et on pourra en parler, mais c'est justement qu'il est il est autonome et il dépend de personne et donc il peut pas être corrompu finalement. Si on reprend justement ce problème qu'il y a eu avec Terra et puis Celsius et autres, est-ce que c'est le même problème ou est-ce que c'est des problèmes différents? Dans le sens où est-ce que c'est finalement de la finance centralisée, donc des opérateurs de finance centralisée qui, en utilisant un petit peu l'engouement qu'il y a vers le rendement passif, le revenu passif, etc., ont fait amener des capitaux des investisseurs en disant en promettant des rendements, mais que finalement c'était déguisé en finance décentralisée. En réalité, c'était centralisé. Est-ce que c'est ça commun aux deux, ou est-ce qu'il y a des spécificités un peu dans ce qui s'est passé? Ouais, non, c'est vrai que les termes sont assez importants. Moi, je dirais qu'en gros, il y a concrètement, il y a la DeFi. Où la DeFi, tu interagis avec des protocoles. Donc, normalement, j'ai envie de dire, tu sais à quelle sauce tu te fais cuisiner, puisque c'est les règles du contrat. Et tout le monde suit les mêmes règles. Ça, c'est la vraie DeFi. Dans la DeFi la plus idéale, c'est vraiment absolument tout le monde qui suit les mêmes règles. C'est-à-dire que c'est des contrats, ce qu'on appelle immutables. On pourra creuser tout à l'heure. Mais en gros, absolument personne n'a un accès privilégié à ces contrats, personne peut les arrêter, personne peut rien y faire. Ça, par exemple, c'est Uniswap. Uniswap, tant qu'Ethereum tourne, Uniswap sera là. Personne peut vous empêcher de faire un swap sur Uniswap, personne peut vous empêcher d'apporter de la liquidité sur Uniswap. Et donc, en fait, même si, je sais pas, moi, par exemple, les États-Unis d'Amérique déclaraient Uniswap illégal et terroriste, ils ne pourraient pas l'arrêter. Voilà, pour vous donner une idée. Même avec toute la puissance de frappe des burgers, on pourrait pas l'arrêter. Parce que, tout simplement, c'est techniquement impossible. Ça, c'est, envie de dire, c'est la forme de DeFi la plus pure. Là où ça devient plus compliqué, c'est qu'on a des trucs qui, j'ai envie de dire, techniquement, de base, on pourrait définir comme DeFi dans la définition où tu interagis avec un protocole. Sauf que, en fait, c'est un peu de la façade, parce que le protocole, il vit pas s'il y a pas tout un tas de gens derrière qui font plein d'interventions en permanence et qui apportent des garanties, et ainsi de suite. Et là, c'est typiquement le modèle Luna UST, où en fait, de base, c'était un protocole, mais en fait, s'il n'y avait pas les petits gars derrière pour maintenir le peg avec leur gros sac, ça s'écroulait et tout le monde perdait ses thunes. Donc, tu vois, pour moi, c'est pas de la DeFi, mais le problème, c'est que pour beaucoup de gens, ça en était. Et là où ça devient encore plus complexe, c'est qu'après, on a les trucs plus de CeFi, comme on disait, donc des trucs centralisés, les Coinbase, les Binance et tout ça. Mais on a aussi ce qu'on appelle la CeDeFi, qui est en fait, ils disent en anglais, CeFi in the front, DeFi in the back. C'est un peu la bonne, c'est-à-dire que, en gros, tu agis avec un acteur centralisé, type Celsius, qui, a priori, t'apporte des garanties sur tes fonds et blablabla et tout ça. Sauf que lui, en fait, qu'est-ce qu'il fait avec tes fonds quand tu les déposes chez lui? Il les prend et va te les poser dans de la DeFi pour faire du rendement. Et généralement aussi se goinfrer une petite marge entre les deux. Parce que voilà. Et donc, voilà, ça fait un peu tout le spectre de ce qui c'est, des différents acteurs, quoi. CeDeFi, c'est City comme la ville, c'est ça? C-I-T-Y? Non, comme CE, DE, en fait, c'est centralisé et decentralized. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est une absurdité en soi, mais c'est vraiment pour, ça peut avoir de la valeur pour, en gros, apporter un accès un peu plus facilité à ces protocoles DeFi, surtout à des gens qui veulent pas gérer leurs clés ou des choses comme ça. Mais le problème de ça, c'est qu'on retombe dans le manque de transparence, quoi. C'est à peu près pareil finalement en fait pour moi, non, entre la CeFi et la CeDeFi, dans le sens où finalement si la prise de décision en amont elle est voilà, c'est que tu utilises de la DeFi derrière ou que tu utilises n'importe quoi, moi je m'en remets à toi pour me rendre mes fonds, quoi. Il y a une différence quand même de taille, c'est que je vais dire dans la finance la plus classique, tu as mis ton argent dans un truc, c'est une boîte noire, tu sais pas ce qui s'y passe, peut-être tu as des auditeurs qui viennent de temps en temps, voilà, ils te racontent ce qu'ils veulent te raconter. Dans la CeDeFi, comme ils déploient les fonds dans la DeFi in fine, tu peux quand même les retrouver, tu vois.
Je sais pas si tu te souviens, à un moment donné, les gens, ils traquaient les wallets de Celsius, par exemple, pour savoir s'ils allaient se faire liquider ou pas, parce qu'ils avaient plein de bitcoins sur AV qu'ils avaient utilisé pour emprunter et faire d'autres trucs. Voilà. Donc, c'est quand même la petite subtilité, c'est que comme en bout de chaîne de la DeFi, il y a de la DeFi, et ben, au moins, tout au bout de la chaîne, tu peux voir un peu, t'as la transparence de la DeFi, quoi. Oui, d'accord. Tu peux voir ce qu'ils sont en train de faire avec tes fonds, quoi, en fait. C'est ça. T'as un petit peu plus de transparence. Alors après, c'est un peu aussi une recherche à faire, quoi. C'est-à-dire que c'est pas les gars, ils vont pas te dire, tiens, voilà, les 10 adresses de nos wallets, suis nos positions, quoi. Ouais. Juste dans l'autre sens, c'est aux gens qui mènent l'enquête, qui retrouvent leur wallet, et ainsi de suite. D'accord. Yes. Et du coup, la question immédiate qui se pose par rapport à ce qui s'est passé et les leçons qu'on peut en tirer, c'est est-ce que déjà on est au fond de ça et est-ce que surtout il n'y a pas des bombes qui sont prêtes à péter encore un peu ailleurs, quoi. Comment on s'en prémunit de ce genre de truc, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Enfin, c'est un peu dur à dire parce qu'il y a aussi, il y a plusieurs séquences, quoi. Donc, du côté de l'implosion de Terra Luna, ça a quand même eu lieu il y a quelques mois. Je pense que les plus grosses expositions cachées, on va dire ça comme ça, à l'UST ont été découvertes. Il en reste peut-être encore quelques-unes où ils essaient de combler le trou derrière indiscrètement, disons. Mmh. Mais je pense que l'essentiel des conséquences de ça est retombé, quoi. Et est-ce que enfin, après, c'est difficile à dire parce qu'on n'a pas forcément l'offre commerciale sous les yeux, mais la part des gens qui sont entrés dans ce genre de scheme, tu vois, est-ce que c'était vraiment si évident et comment tu peux te douter que bon là il y a un truc qui va pas, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, ça, c'est vrai que c'est un peu une des leçons. Je pense qu'on n'a pas encore bien pris de tout ça. Donc, pour revenir sur l'épisode de Terra Luna, c'est vrai que ça a affecté pas mal de particuliers, je pense. Ça se voyait même sur Twitter ou autre. Il y avait des hotlines, il y avait des gens qui parlaient de suicide. C'était un peu, c'était une période un peu bizarre, l'aftermath de ça, quoi. Et c'est vrai que ouais, là, tu te rends compte qu'il y a eu un vrai problème de communication autour de ça. Disons que les gens qui avaient un peu roulé leur boss en DeFi, ils savaient, quoi. Ils savaient réellement que le modèle ne tenait pas parce que voilà, il y avait plein de signaux avant-coureurs, mais en gros, le modèle Terra Luna, il était basé sur un autre modèle qui a été itéré une première fois, je crois, en 2016-2017. Moi, j'étais même pas encore vraiment dans le milieu où je suivais de loin, quoi, où je commençais à peine, qui avait pété, évidemment. Puis après, il avait été repris des dizaines de fois, ils avaient tous pété. Donc vraiment, si tu veux, c'était un truc, voilà. En gros, tu avais un modèle. Coucou, il a eu 35 itérations précédentes. Les 35 itérations précédentes, le stablecoin, il est toujours allé à zéro dans les 6 mois. Là, la seule différence avec Luna, c'est qu'ils ont réussi à faire tenir la machine un peu plus longtemps parce qu'ils ont injecté beaucoup plus de cash dedans et ils ont été prêts aussi à manipuler beaucoup plus agressivement. On se rend compte maintenant parce que par exemple il y avait cette histoire que regardez, Luna il est très utilisé en Corée et tout ça et les gens ils y croyaient. Bon, moi ça me semblait déjà un peu bizarre à l'époque, mais bon voilà, j'avais pas forcément plus d'avis que ça. Mais maintenant on se rend compte aujourd'hui qu'apparemment même cette adoption en Corée, c'était en gros eux qui faisaient du wash trade pour faire genre qu'il y avait de l'adoption. Mais donc ouais, le problème de fond avec tout ça, c'est il y avait plein de gens qui avaient vraiment essayer de prévenir, de signaler. Il y avait même eu, pour ceux qui suivent un peu le crypto Twitter, il y avait eu un fameux pari d'un gars qui s'appelle Algod, qui avait mis $1 million contre Do Kwon pour, là c'était sur le prix du Luna, mais bon, ça revient au même. Et il y avait eu d'autres paris comme ça. Mais malgré tout, si vous voulez, ces messages, ils se propageaient pas, quoi. Et c'est ça le problème. C'est qu'il y avait, de l'autre côté, il y avait tous les gars qui avaient du UST, du Luna, qui étaient en train de farmer et qui, eux, voilà, ils vous racontaient que c'était fabuleux. Ils disaient à ces gars-là que c'était des tocards, qu'ils comprenaient rien, que, et donc, voilà, c'est plus la question de comment on communique là-dessus. Et surtout, toute la question de le culte de la personnalité aussi. C'est un grand point, je pense, sur ce sujet-là. Donc, de Do Kwon, le créateur de Terra, qui était un peu très arrogant sur Twitter, en train de vendre une belle histoire aux gens, qui rappelle un peu des épisodes qu'on a déjà vus en DeFi, d'ailleurs, hein, le Daniel de Abracadabra, André Cronier de Yearn et ainsi de suite. En gros, des figures un peu charismatiques, qui arrivent avec des belles promesses et qui arrivent à mobiliser une grande foule derrière eux. Et le problème de cette situation-là, c'est que ça devient très très dur de juste avoir de l'information, j'allais dire dénoncer, mais même pas dénoncer, juste poser des questions ou autre, parce que on a vraiment un esprit de meute, quoi, en face, quoi. C'est-à-dire, mais moi par exemple, j'avais fait quelques tweets sur Terra à un moment donné, j'ai partagé ma position peut-être une fois ou deux, mais après j'ai pas réitéré parce que je me suis dit, voilà, j'avais pas envie de me prendre le torrent de haine et de toute la pression qui vient avec. Et donc voilà, c'est plus une question aussi de
j'ai envie de dire, des systèmes d'information autour de la DeFi qui ont été défaillants parce que l'information était là, mais elle s'est pas propagée. Ce qui s'est propagé, c'est plus regardez, il y a tel grand fonds dans Terra, il y a tel truc dans Terra est intégré là, Frax travaille avec Terra, plein de signaux qui ont donné de la confiance aux gens, alors qu'en soi le modèle vraiment, je tiens à le rappeler, je pense qu'un enfant de à peu près 6 ou 7 ans qui a les bases de DeFi, il aurait pu déterminer qu'il ne marchait pas. Parce qu'encore une fois, on savait déjà quand même que c'était lié en fait à des réserves. C'était pas forcément du rendement qui était basé sur un produit ou un revenu qui est vertueux, qui est généré par le système. Et c'est ça qui fait que on maintenait l'illusion. Super, on a des super rendements, mais on savait qu'à un moment donné, ça allait se tarir quoi finalement. Bien sûr. Mais alors du coup, moi je peut-être un peu plus dans la provoque par rapport au culte de la personnalité là dont tu parles, parce que je suis d'accord, ça peut être un red flag, tu vois, de se dire dès qu'il y a un peu trop de fanatisme et qu'on peut plus poser une question sans se faire incendier, c'est pas bon. Pour moi, c'est même un signal de fuite. Si vous voyez un protocole où le founder, il est ultra confiant sur Twitter à vous dire qu'il va révolutionner le monde, que c'est le futur, que c'est un génie, qui va tuer les autres projets, mais vous pouvez vendre vos bacs direct. Et c'est vrai que c'est marrant parce que je vous fais référence un peu à ça, mais parce que il y avait un des fameux tweets de Do Kwon de Terra, c'était pardon, je vais aller chercher le chargeur. C'était by my hand, die will die. Donc en gros, de ma main, je vais tuer die. Okay. Et donc voilà, quand vous voyez un fondateur d'un projet tweeter un truc pareil, ça sent vraiment pas bon, quoi. Le gars, je veux dire, tu peux faire un autre stablecoin qui va être 10 fois mieux que die et qui va avoir bien plus de volume et de market cap et tout ça, très bien, tant mieux pour toi. Mais si ton objectif c'est de tuer die, ça augure pas du bon, quoi. Qu'est-ce que tu penserais par exemple de la personnalité de Vitalik? Parce que ETH c'est Vitalik, il y a quand même une forte personnalité, aussi un culte derrière lui. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est différent en fait? Alors déjà, je suis pas d'accord pour dire qu'il y a un culte de la personnalité derrière Vitalik. Bon, après c'est vrai que voilà, ça reste une célébrité, et même on a vu ICC le pauvre, il se fait harpanguer de partout et tout ça. Hélas, les gens ils adorent le fandom, quoi. Ça, on peut pas y faire grand chose, hélas. Mais il y a quand même une chose une différence fondamentale, quoi. C'est-à-dire que les Do Kwon, les Cronier, les Daniel, c'est des pervers narcissiques, quoi. C'est des gars qui sont focalisés sur eux-mêmes. Ils adorent l'attention, ils en veulent toujours plus. Ils veulent que tu les vois comme un dieu, que tu les penses omnipotents. Un gars comme Vitalik, tu le vois juste lis 3 tweets de Vitalik et tu vas comprendre que c'est pas ce genre de personne-là. Il a lui-même, en fait, il a été assez proactif. Parce qu'il y a quelques années, il était un peu plus central, disons, dans Ethereum. Il a été assez proactif à un peu pas se retirer, mais laisser la place pour d'autres, quoi. Et au final, c'est pas du tout quelqu'un qui cherche la célébrité. Je pense que même c'est probablement une des personnes les plus gênées par sa célébrité que je connaisse, quoi. Ouais, non, c'est vraiment pour moi, c'est une question de caractère, fondamentalement, quoi. Ouais. C'est vraiment pas le même genre de profil. Ok. Sur la partie Terra aussi, parce qu'il y avait la problématique de Terra, c'était aussi par rapport au stablecoin qui, du coup, elle dépègue complètement par rapport au dollar. Et donc c'est là que est venue les pertes. C'est là que sont venues les pertes, parce que à l'époque, on pouvait farmer sur du stable. On était c'est incroyable, on peut avoir 20% en farmant sur du stable. En fait, c'était une pyramide. Où est-ce qu'on en est en termes de solidité, fiabilité des stablecoins aujourd'hui, quoi? Parce qu'on en annonce une toutes les semaines, nouvelle avec des nouvelles choses. Donc sur Terra, ce que je comprends, c'était algorithmique, et c'est ça qui crée le problème. Tu peux expliquer un peu vers quoi on tend peut-être, et comment on va trouver finalement peut-être un jour un stable qui sera un stable sur lequel on peut vraiment compter? Ouais, donc en effet, Terra, il y a plusieurs problèmes sur Terra en fait. Le fait que ça soit algorithmique, il y a eu tout un débat après pour savoir si ça invalidait le modèle algorithmique en soi ou pas. Moi, je suis pas complètement convaincu que ça l'invalide non plus. Faut prendre, pour moi, la question clé sur Terra et Luna, c'était une bonne question à se poser sur n'importe quel protocole. Hein. C'est demain il y a un gars qui bute toute l'équipe, qu'est-ce qui se passe? Et ben sur Terra Luna, c'est très simple. Le truc explose, le projet est mort parce qu'il y a plus d'injection de cash et les gars ils peuvent plus maintenir leur paye. Et donc en fait, la situation qui s'est passée. Bon après ils ont eu d'autres problèmes, mais il faut vraiment avoir ça en tête, quoi. Il y a d'autres stables qui sont ils tiennent cette définition-là. C'est-à-dire, il y a des stablecoins où on reprend la réflexion, on bute toute l'équipe. C'est brutal, mais comme ça vous comprenez. Ils tiennent encore. Ils n'ont pas de problème de peg. Les gens pourront retirer, continuer à emprunter, ainsi de suite, parce que c'est des protocoles
qui ont pas besoin de maintenant, j'ai envie de dire, pour fonctionner. Et ça peut être soit ça. Donc là, par exemple, on va être sur un protocole comme Liquity et le LUSD. Mais après, il faut être honnête, même des trucs encore un peu plus, pas forcément aussi résilients au niveau des garanties du contrat, je pense qu'ils tiendront largement parce que l'équipe elle-même a décentralisé. On prend un projet comme le DAI de Maker. Voilà, déjà l'équipe s'est un peu progressivement désengagée. Maintenant, c'est plus dans la DAO, il y a une fondation, et ainsi de suite. Je pense que même si vous enlevez la fondation et toute la structure liée à l'équipe qui est autour, le projet tiendra la route et peut-être sera repris par la communauté d'une manière ou d'une autre. Yes. Ok. Ouais, c'est une question de modèle, quoi, de modèle et de confiance placée dans le système. Après, il y a des trucs plus entre les deux. C'est vraiment, en fait, c'est un peu contre quel type d'ennemi tu veux te protéger et ça va déterminer quel type de stablecoin tu veux posséder. Ouais, mais il faut aller chercher l'information vers quoi en fait pour savoir par exemple si tu veux faire passer le bear market avec des stables dans ton portefeuille qui sont pas à risque, l'USDC ça reste le plus solide aujourd'hui pour toi ou tu penses que il y en a d'autres en fait? Ça dépend en termes de oui, ça reste, enfin je veux dire, c'est un autre modèle, c'est des modèles centralisés. Ouais. Donc il y a d'autres types de risques et d'autres garanties, quoi. Donc a priori sur tout ce qui est PEG, sur les stables centralisés, vous devriez pas avoir de problème. Là où ça devient plus risqué, c'est tout ce qui va être les risques de censure ou que un jour il y ait de la régulation ou des choses comme ça. Parce que là, pour le coup, c'est pas comme Uniswap. Si le gouvernement américain, on reprend un exemple absurde, mais pour que les gens comprennent bien, si le gouvernement américain il vous dit que l'USDC c'est un argent de terroriste et que tous ceux qui possèdent de l'USDC c'est des terroristes, du jour au lendemain, Circle va prendre des actions, il peut geler vos balances, il peut remonter vos identités si vous avez fait des choses qui vous doxent on-chain et ainsi de suite. Donc là, il y a tout un tas de conséquences qui sont possibles vis-à-vis du régulateur. C'est vraiment, voilà, c'est pour ça que je dis c'est la question de qui est l'ennemi contre qui tu vas te protéger et en fonction de ça, tu choisis ton stable. Si c'est vraiment la stabilité économique et les possibilités en DeFi, disons, parce que c'est vrai qu'il est très bien intégré. Alors a priori, USDC c'est un bon choix. Maintenant, si la question c'est de se protéger contre quelque chose plus de nature censure ou l'idée que peut-être les régulateurs vont agir sur les stablecoins, alors vous voulez quelque chose qui est à l'abri de toute modification. Ça va être plus des protocoles décentralisés et idéalement imitables. Donc des choses comme LUSD ou peut-être des trucs un peu moins imitables mais toujours relativement décentralisés dans leur modèle, pas forcément dans leur collatéral. Donc des trucs comme DAI ou comme Fei ou d'autres. C'est toutes des stables qui ont des stablecoins qui ont du collatéral. Après, en fait, peu importe la nature du collatéral, mais c'est toujours ça le principe en fait d'un stable pour s'assurer de sa solidité. C'est qu'est-ce qu'il y a dedans en fait, sur quoi il est backé. Et, ouais, il y a la question du collatéral. Après, c'est là aussi, c'est les stables algorithmiques qui n'ont pas forcément de collatéral, ou alors ils ont une part algorithmique qui est donc une part qui n'est pas collatéralisée. C'est par exemple Frax. Et ça tient quand même. C'est une question aussi du modèle économique qu'il y a derrière et de la réflexion qui est mise pour que le système tienne. Parce que tu parlais notamment de LUSD, donc c'est un projet sur lequel tu participes, Liquity. Tu es super du coup enthousiaste sur ce modèle-là. Qu'est-ce qui serait différent en fait par exemple un LUSD par rapport à un DAI ou ouais, ça va être à plusieurs niveaux en fait. Donc tu le mentionnais, il y a la question du collatéral. Donc si on va chez Maker, en effet, il y a le premier niveau, c'est qu'est-ce qui garantit le stablecoin. Donc c'est le collatéral. Donc là, on peut aller voir chez Maker. On va avoir un détail de qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il y a derrière un DAI. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est pas super sexy, parce qu'il y a 52% du SDC directement, mais après ça c'est du DAI uni LP. Donc c'est réflexif avec de l'USDC. Là c'est pareil, c'est encore 20%. Donc en gros vous avez 75%, c'est soit de l'USDC, soit du LP DAI USDC. Après ça il faut rajouter encore USDP, c'est un autre stablecoin centralisé, ça fait encore 6%. Et en fait vous vous rendez compte qu'il reste peut-être 10-15% de collatéraux qui sont pas centralisés, pas censurables. Et en fait en réalité peut-être même moins de 10%, parce que vous voyez grosso modo le seul vrai truc inarrêtable qu'il y a dans le DAI c'est l'Ether. Sauf que maintenant, c'est plus que 7% du collatéral total. Ce qu'on comprend, c'est que par exemple, s'il y a un problème sur l'USDC, il y a un problème sur DAI. Ouais. Puisque DAI, c'est 75%. En arrondissant un peu. Donc ça, c'est le premier point. Après, il va y avoir tout le modèle qu'il y a autour, quoi. C'est-à-dire que sur Maker, on va faire le parallèle avec Liquity aussi. Côté Liquity, c'est très simple. Le camembert, il serait tout bleu. Parce qu'il n'y a que de l'Ether. Il n'y a aucun autre collatéral qui est accepté.
Donc Okay. voilà, ça annonce la couleur. Après, c'est la question des contrats, donc, et de comment le système fonctionne en lui-même, où ça peut créer d'autres risques. Donc sur Maker, il y a une gouvernance qui prend des décisions sur le protocole, qui peut changer différents paramètres, qui peut potentiellement être attaqué. Alors il y a des garde-fous à ce niveau-là aussi, mais ça crée au moins, disons, peut-être pas forcément un risque, mais une incertaineté, un manque. Voilà, on peut être surpris par ce que la gouvernance fait, et notamment en ce moment, la gouvernance, elle va un peu dans différents côtés chez Maker, où il y a eu plusieurs grandes propositions qui voulaient faire des choses réorganiser la manière dont ça se passe de manière assez significative. Alors, j'ai pas suivi ça trop près non plus. Voilà, il y a des questions de est-ce qu'on accepte plus de collatéraux centralisés, des collatéraux off-chain aussi, ça commence. Donc ouais, tout un tas de risques qui peuvent venir de là. D'accord, ouais. Donc finalement, tu prends du LUSD parce que tu crois que le collatéral ETH, du coup, il est plus inarrêtable, on va dire, que l'USDC. C'est la grosse différence et le gros, on va dire, le bénéfice par rapport à USDC, quoi. Tu veux dire. C'est une des différences. Après, il y en a d'autres. Il y a la question que, par exemple, sur l'equity, il va pas y avoir de gouvernance, donc ça élimine le risque à ce niveau-là. Ouais. Et les contrats sont donc immutables, comme je disais tout à l'heure. Donc on est sur un truc comme Uniswap, où en fait personne ne peut proposer de changement sur le contrat. Donc il n'y a pas de gouvernance. Voilà, ça règle la question. Et donc ça offre une certaine garantie sur le long terme. Et c'est pas seulement une perspective de sécurité. Hein. Il faut aussi avoir en tête que, par exemple, voilà, sur Maker, vous pouvez commencer on va sur Oasis, là on fait un prêt aujourd'hui, on met des Ethers, on emprunte à 2,25%, on est content. Je vais chez Maker aujourd'hui, je ferai mon petit Vault, mettons, avec 10 Ethers, j'emprunte. La question, c'est que j'ai un taux qui m'est donné aujourd'hui, un taux annuel, il est affiché où? Il est là, 0,50% sur celui-là. Mais en fait, ce taux peut changer à tout moment quand la gouvernance le vote, quoi. Donc peut-être que j'emprunte aujourd'hui en juillet à 0,5%. Moi, je suis content, je suis ça d'un peu loin. Je me rends pas trop compte, et en fait en octobre passe un vote pour passer les taux d'intérêt de ce Vault à 1,5%, et maintenant je me retrouve à payer 3 fois plus pour mon emprunt. Et en fait le pire dans tout ça, c'est que j'ai pas de notification, j'ai rien, quoi. C'est à moi de suivre. Ça après c'est plus des limites de la DeFi, qu'on n'a pas encore de système de notification entre wallets très très solide. Ouais. Mais donc voilà, pour illustrer un peu ça, que la gouvernance c'est pas juste une question de sécurité, c'est aussi d'autres dimensions. Côté liquidity, il y a un frais qui est payé à l'emprunt, et c'est tout. Et donc, ça offre aussi une certaine garantie sur le long terme que Maker ne peut pas offrir. Ouais, c'est que tu payes une seule fois, en fait, et après t'es tranquille. Est-ce qu'on pourrait profiter justement de ces partages d'écran là qui est très pratique pour peut-être faire un petit pas à pas justement de comment en fait interagir, créer peut-être sa stratégie de yield, mais peut-être, tu vois, les informations, les outils que tu peux utiliser. Alors vraiment, il y en aura beaucoup. On peut pas tous les faire, mais peut-être donner une idée en fait de comment interagir. Encore une fois, dans l'idée de la personne qui est pas vraiment très familier avec la DeFi et qui souhaite peut-être elle-même commencer à comprendre comment ça fonctionne et faire son petit portefeuille de revenus passifs, quoi. Tu vois. C'est par où il commence, ça c'est une bonne question, mais je pense que ça commence d'abord par s'informer beaucoup avant de commencer à utiliser différents outils, quoi. Quelqu'un qui est un peu plus frais. Après là, ouais, je montre à l'écran par exemple un petit site qui est Stablecoins What the Fuck, WTF. Yes. Qui est pas mal pour avoir une petite idée de haut niveau. Alors ils les ont pas tous, il y en a un autre, sinon je vais vous mettre là. C'est peut-être le seul site que les gens devraient retenir, s'ils n'en retiennent qu'un, c'est DeFi Lama. C'est un peu dense, mais c'est vraiment la base de données la plus complète sur toute la DeFi, quoi. Vous allez vraiment retrouver tout. Donc notamment là sur les stablecoins, on peut voir un peu toutes les stats principales, sur quelle chaîne ils sont, des stats relatives au PEG, leur market cap et ainsi de suite. Ça, c'est uniquement des stables là que tu es en train de regarder tout de suite là. Ouais, là c'est une page qu'ils ont fait que pour les stablecoins, donc on voit qu'il y a 150 milliards de stables au total à peu près. Question bête, les stables, il y en a autant parce que chaque plateforme doit utiliser la sienne parce qu'elle n'est pas compatible avec celle d'un autre. En fait, pourquoi il y a pas plus de consensus sur une ou deux ou trois ou 10? C'est plus une question d'économie pour moi, la multiplicité des stablecoins. Je pense qu'on va en voir de plus en plus. C'est un peu la manière la plus simple de l'expliquer, c'est ça en gros. C'est en fait quand il est question d'emprunt. Donc, vous voulez faire un service qui permet aux gens d'utiliser un token comme garantie pour emprunter généralement des stablecoins. Il y a deux modèles possibles.
Il y a le modèle où c'est comme Aave, donc j'imagine que les gens connaissent un peu. Où en gros, Aave, c'est Tinder, j'ai envie de dire, avec une poule entre les deux. C'est-à-dire qu'en gros, Aave, vous posez des Ethers, vous pouvez emprunter des stablecoins. Ces stablecoins, ils viennent de quelqu'un qui les a déposés de son côté, lui, pour faire un rendement sur ces stablecoins, en sachant qu'ils allaient être empruntés. Le problème de ça, c'est que du coup, vous devez payer en tant qu'emprunteur, vous devez payer le rendement de cette personne qui apporte les stablecoins. Et donc, en fait, on arrive que souvent le plus économique pour l'emprunteur, c'est les systèmes où le stablecoin il est créé. Et en fait, la dette, elle est contre le système, elle n'est pas contre quelqu'un, si ça fait du sens. Donc ça, c'est des modèles comme Maker, par exemple. Quand vous allez voir Maker et que vous déposez des Ethers pour emprunter, ou l'equity, les LUSD ou les DAI que vous empruntez, ils viennent pas de quelqu'un, ils viennent pas d'un déposant qui les a mis là. Ils sont créés pour vous au moment de l'emprunt. Alors, ça suit des règles et ainsi de suite. Il n'y a pas un bouton créer DAI qui peut appuyer à l'infini, bien sûr. Mais donc voilà. Et ça, en fait, ça aboutit à que c'est beaucoup plus économique généralement en termes de coût. Et d'ailleurs, là où c'est la bonne illustration de ça, je pense, c'est que donc Aave qui est de base sur un modèle de pooling, quoi. C'est-à-dire des gens d'un côté déposent des stables, de l'autre des collatéraux, et ça fait la rencontre un peu entre les deux. Maintenant, il est en train d'explorer le fait de créer son propre stablecoin collatéralisé par les tokens déposés sur Aave. Et voilà, à première vue, les gens peuvent dire bon, voilà, il y a déjà DAI, BUSD, Fei, Frax, GUSD, LUSD, il y a tout plein sur Aave. Pourquoi on a besoin d'un de plus? Parce que, comme vous pouvez le voir, là, la plupart des stablecoins, si vous voulez les emprunter, vous allez payer 1,5, 2%, peut-être un peu plus, avec leur propre stablecoin minté par le système. Probablement que on peut aboutir sur des taux d'intérêt beaucoup plus bas pour les déposants. Par exemple, l'equity à l'année, c'est 0,5%. Donc voilà, je pense que c'est le principal truc à comprendre, c'est une question de structure économique, quoi. C'est-à-dire que en fait, ça coûtera toujours plus cher de réunir des stablecoins à un endroit pour permettre aux gens d'emprunter, parce que vous devez payer ces déposants, sinon ils ne vont pas vous donner leur stablecoin gratuitement. Alors que créer son propre stablecoin, ça permet en gros de gérer les coûts associés d'une autre manière, quoi, et de pousser vers le bas les coûts pour l'emprunteur. Et comme souvent, la limite de ces systèmes, c'est l'emprunteur. Plus on peut rendre la situation attractive pour l'emprunteur, mieux c'est. D'accord. Ouais, bien sûr. Ouais, il faut que ça soit pratique. Et l'idée, du coup, c'est que c'est vraiment parce qu'on veut créer, matcher l'offre à la demande et faire des systèmes de pooling de l'AMM. En fait, c'est ça qui crée, qui n'est possible que si tu as ton propre ton propre stable, quoi. Parce que c'est possible dans les deux cas. C'est plus une question vraiment de coût, quoi. De coût, ouais, d'accord. Ouais, c'est plus pratique, quoi, moins coûteux, tout ça. Ouais, ok. C'est juste moins coûteux, quoi. Dans un système, tu as un déposant que tu dois rémunérer. Dans l'autre, le stablecoin, il est créé ex nihilo. C'est juste un système que tu dois tenir à l'équilibre. Yes. Et en fait, ça coûte moins cher de tenir un système à l'équilibre sur le long terme, et surtout, tu as plus de manières d'externaliser les coûts par rapport à l'emprunteur que sur un truc comme Aave ou Compound, où là, il faut payer le déposant à un moment donné, quoi. Sinon, il ne te mettra pas les stablecoins à disposition pour que les gens les empruntent. Ça marche. Sur la stratégie de rendement de yield, t'étais très CRV, CVX à un moment donné. C'était vraiment. Voilà. Est-ce que ça quel est ton top 3, peut-être des choses qui tu trouves intéressantes d'un point de vue rendement, encore une fois, investissement, en fait. Voilà, je vais montrer à l'écran plutôt. Comme je vous disais tout à l'heure, DeFi Lama, c'est vraiment peut-être le site que vous devez retenir. Parce que là, je vais vous montrer qu'on peut faire des choses pas mal. Donc, ils ont une section yield maintenant. Et vous pouvez vraiment voir, en gros, tous les détails des yields en fonction des chains et ainsi de suite. Donc là, par exemple, je fais une recherche pour... j'ai mis que je veux de l'Ether. Et je peux voir en un clic les plus grandes sources de yield qu'il y a a priori disponibles. Alors après, il faut savoir mesurer les choses, quoi. C'est-à-dire que là, par exemple, la première source de yield, elle est à 7,59%. Ok, ça a l'air pas mal. Mais on est sur Aurora, sur un truc qui s'appelle Origami, j'ai jamais entendu parler. Bon, c'est peut-être pas le plus safe, quoi. En dessous, on a Bancor qui est littéralement en faillite. Ça a beau être sur Ethereum, je vous conseillerais pas de mettre vos Ethers là-bas. Voilà, peut-être que la première source de yield propre, à ce niveau-là, ça va être un StatApp, qui est quand même à 7%, parce qu'ils font du leverage sur le yield de Lido. Là où c'est vraiment sympa, c'est que c'est possible de filtrer beaucoup plus agressivement.
Voilà, par exemple, là, j'ai mis USDC en token de base. En gros, je vais mettre que je veux que de l'exposition en USDC, donc je prends pas d'autres expositions. Par exemple, je peux aussi la question de là, qu'il y ait au moins $1 million dans le projet en question. Comme ça enlève les petits trucs où, ouais, coucou, on a 250 gazillions d'APR, mais en fait, c'est parce que le truc, il vient de se lancer. Et laisser que les protocoles audités, par exemple. Ça donne un truc un peu différent où, ben voilà, on peut voir que là, par exemple, on a quoi? On va avoir le C-Bridge sur Phantom. Bon, après, il y a des risques liés au chain, mais apparemment, voilà, C-Bridge, c'est l'endroit pour yielder sur USDC selon DeFi Lama. Après, ils ont pas tout non plus, hein. Il y a des fermes un peu plus hautes que ça en rendement qu'ils ne connaissent pas. Mais ça peut vous donner une idée pour lancer votre recherche si vous voulez des endroits. Et moi, ce que j'aime bien, c'est cette question de critères, quoi. Parce que ça permet vraiment d'enlever un peu les trucs parasitiques. Les trucs, ouais, justement, les trucs parasitiques, on peut peut-être faire un point rapide là-dessus, parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais que tu parlais donc des choses qui sont émergentes, donc les nouvelles plateformes en fait qui pour attirer le client finalement, hein, je fais un grossièrement en fait, mais ils te donnent du rendement et puis après la semaine suivante c'est fini ou le mois après c'est terminé. Ça tu peux facilement le filtrer avec la date de création. J'imagine si tu veux un protocole qui a au moins une année ou si tu veux un protocole qui a au moins en valeur loquée de un certain montant. Ça c'est des trucs, c'est les premiers filtres qui viennent en tête si tu veux, mais il y en a d'autres peut-être, des trucs à checker. Ouais, bah après DeFi Lama il prend une perspective un peu historique sur les différents yields et il vous donne aussi là le outlook. En gros, regarde les fluctuations d'API sur le dernier mois et il essaie de prédire un peu dans quel sens ça va aller et il vous donne la confidence de sa prédiction, quoi. C'est pas forcément vilain. Par exemple là, vous voyez sur encore que je vous dis qu'il est en faillite, il donne down avec confidence médium ou forte. Donc a priori, il se trompe pas sur la question. Sur le C-Bridge, qui est un truc qui tourne bien a priori, hein. Voilà, il vous donne en fonction des chains du stable up ou du down, mais avec une confidence assez faible parce que c'est des fluctuations assez importantes et on est aussi sur des petites TVL, donc ça peut bouger très vite, quoi. Il suffit qu'un gars il pose beaucoup d'un côté ou de l'autre et ça va vite déséquilibrer les choses. Donc à ce niveau-là, ça peut aider un peu à se faire une idée, quoi. Après, c'est vrai que à la fin, il faut y aller un peu par soi-même aussi. Il faut creuser. On va pas juste rester sur la page de DeFi Lama pour se faire une idée. Il faut aller voir le détail, quoi. Après, ils ont tout un tas d'outils. Là, je vous montre des charts, par exemple, de changement de rendement. C'est assez bien foutu, mais ça peut être un peu dense aussi, quoi. Il y a un niveau de rendement, ça c'était une question qui nous a été posée, un niveau de rendement qui doit attirer l'attention et nous rendre un peu suspect en fait, typiquement sur lequel voilà, on sait qu'il y a un scam, quoi. Si C'est pas aussi mécanique que ça parce que en fonction des situations exceptionnelles peuvent amener à des rendements exceptionnels. On va le dire comme ça. Parce que par exemple, si on revient à notre LUSD dont on parlait tout à l'heure, le mois dernier, quand il y a eu la plainte de liquidation, il y a eu une semaine où techniquement, les gens qui déposaient dans la stability pool étaient à 750% d'API. Tu prends le prix actuel de l'Ether, en fait, ils sont plutôt à 1500% d'API. C'était vraiment, en fait, ça s'est passé sur quelques heures, quoi. Donc le gars qui déposait au bon moment, en gros, il a triplé son capital en quelques jours, quoi. Donc et c'était legit, tu vois, c'était pas un scam. Alors bien sûr, ça c'est pas tous les jours que ça arrive des trucs pareils, mais voilà, il y avait une circonstance parce que ces fonds ils servaient à liquider les positions des gens et que le prix de l'Ether a diminué très vite, très fort. Il y a eu énormément de liquidations, donc il a acheté beaucoup d'Ether et en fait il a acheté au plus bas avec une réduction en plus parce qu'il y a un bonus de liquidateur. Et au final, l'Ether a remonté et donc il se retrouve très grassement dans le vert. Mais voilà, ça c'est une situation particulière. Moi, je dirais peut-être sur les stablecoins, au-dessus de 20%, 15-20%, ça commence à devenir suspicieux. Mais après, il y a aussi il y a l'effet nouveauté, quoi, sur certains trucs où parfois au début ça peut être assez élevé et après ça descend assez vite. C'est une question aussi de protocole et de type d'exposition, quoi. Donc là, si par exemple on va chez Convex, ouais. Voilà, vous prenez les stablecoins, on est quand même dans le haut du panier du risque en termes de, vous voyez, tout ce qui est dans la zone au-dessus des 10% là. On est tous sur des modèles assez risqués d'une manière ou d'une autre. Là, on est sur un stablecoin qui est en gros collatéralisé par des NFT.
Voilà, c'est pas le même modèle de risque qu'un truc collatéralisé par l'Ether. Là, c'est le dernier joujou de Justin Richardson qui nous fait une sorte de Terra 2.0. Là, bon, eux, ils ont eu des problèmes à différents moments, au-delà des USD. USDN, c'est Neutrino, et pareil, c'est une sorte de Terra bis. Là, on est sur l'Iron Bank, qui est le protocole qui a le record de bad debt sur Mainnet, il me semble. NIM, pareil, il y a beaucoup de problèmes de centralisation. Et au final, voilà, peut-être on arrive à... Là, je crois que c'est UOB $, celui-là, donc ça, c'est un centralisé, à 9%. Ouais. Donc, a priori, là, on est sur quelque chose d'un peu plus solide. Mais voilà, il y a une toute petite TVL à 170K. Et au final, les premiers yields vraiment plus solides qu'on trouve, ils vont être dans cette zone-là, où là, on est sur du 6-7%, mais surtout, vous voyez que les TVL sont bien plus conséquentes. Là, on est sur une pool de 50 millions, 90 millions, 400 millions juste en dessous, ou même 1 milliard ici. Donc là, a priori, ça va. Il y a peut-être un peu moins de risque d'aller sur des trucs comme ça. C'est vraiment toujours une question de proportion, quoi. l'UST à ce niveau-là, si on regardait ce tableau il y a un an, il serait à combien en TVL, etc. Tu avais une idée un peu de... Ah oui, non, c'est sûr. Bah, il est monté très haut en TVL, l'UST. On était dans les plusieurs milliards, donc c'est pas forcément non plus des. Ouais. C'est peut-être là aussi ce qui a perturbé les gens. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y avait des gens qui avaient sincèrement des doutes sur le modèle. Mais après, ils voient des milliards dedans, ils voient Frax faire des partenaires avec eux, ils voient des signes de confiance en fait externes, et c'est peut-être ça qui les a un peu induits en erreur, quoi. Ouais. Donc il n'y a pas d'indicateur parfait, hein. S'il y en avait un, ça se saurait. Après, il y a différents outils qui peuvent vous aider. Mais il y a des gars aussi qui font des audits de sécurité. Je vous les montrerai pas comment ils s'appellent. Ouais. Certify Safety. Alors, je vais mettre des pincettes là-dessus. Ces gars-là, leur job, c'est d'évaluer la méthodologie de développement technique des différentes équipes. Est-ce qu'ils font bien le travail? Est-ce qu'ils documentent tout? Est-ce qu'ils font des audits? Est-ce qu'ils suivent vraiment le bon processus de développement? Maintenant, c'est tout à fait possible de développer un protocole absurde en étant ultra carré sur la méthodologie. Ouais. Donc voilà. C'est pour ça que je veux dire, en gros, vous pouvez voir un truc qui est à 100% ici, mais qui est stupide d'un point de vue économique. Mais souvent, les deux sont quand même assez corrélés. Si on prend par exemple les peer scores, est-ce qu'on peut classer par score? Ouais. Et voilà, bon là, en gros, le code, il n'est pas disponible dans un repo public. On peut pas voir l'historique de développement. La team est anonyme. Il y a un white paper, mais les fonctions de base du protocole ne sont pas documentées. Les fonctions de base du contrat ne sont pas documentées. En fait, la documentation manque à peu près à tous les niveaux. Ils font absolument aucun test. Alors oui, il y a eu un audit, mais il n'y a pas de bug bounty. De l'autre côté, si on prend le haut du panier, parce que peut-être c'est aussi plus intéressant. Alors après, ça garantit pas tout, hein. Je vous disais, par exemple, même une idée absolument débile économiquement parlant, elle peut être très bien développée. C'est le cas de Bancor. C'est un modèle absurde. Pour moi, ça n'aurait jamais pu marcher. Mais j'étais jamais été convaincu par le modèle Bancor. Mais pareil, à l'époque, je me tenais un peu discret. Je l'ai dit quelques fois et je l'ai pas dit plus parce que à chaque fois que je l'ai dit, je me suis pris une armée de fans de Bancor sur Twitter pour venir m'expliquer que j'étais un bolos qui avait rien compris à la vie. Donc là, vous voyez, a priori, on est sur une méthodologie quasi parfaite, quoi. Les gars, ils ont tout fait, ils ont fait des audits, tout est transparent, tout est documenté, tout est propre. Oui, sauf que le modèle économique de ton protocole, il est stupide et il pouvait pas tenir la route. Bon, ça c'est un autre problème, quoi. Pour quelle raison, en fait, il est pas vertueux ou Bah, en fait, non, c'est que le modèle de Bancor, c'est qu'il vous promettait aux déposants, donc à ceux qui apportent de la liquidité, de couvrir la impermanent loss, là, comme on l'appelle, qui est due à la variance des prix entre les tokens dans DLP. Et ils le couvraient comment? En émettant leur propre token à eux, le BNT. Sauf que, quand le marché a commencé à se retourner, il y avait de l'impermanent loss partout. Mm-hmm. Donc, les LP, ils commencent à retirer et ils mintent des gazillions de BNT à chaque fois. Et le prix se casse la gueule, forcément, du token. Bah oui, parce que, en fait, tu sors d'une position où tu as eu de l'impermanent loss, on te la repaye en BNT. Tu fais quoi des BNT? Tu les vends direct. Voilà. Sauf que le problème, le premier, il fait ça va. Puis après, le deuxième, il passe derrière, il retire une grosse position. Tu viens de dumper le BNT de 10%, donc maintenant, tu dois lui payer 10% en plus de BNT pour faire le même montant. Sauf que lui aussi va dumper. Donc en fait, hop, spirale. Et ils ont arrêté le truc assez rapidement. Je crois qu'ils ont grosso modo rug leurs utilisateurs, quoi. À t'écouter quand même de façon fondamentale, on va dire, pour comprendre en fait si on est ou non à risque. J'ai quand même l'impression que ça vient de d'où vient en fait les revenus en fait, parce que c'est un peu une équation à somme nulle. J'ai l'impression dans ce système. Tu parlais là tout à l'heure de
de liquidation en fait, et que tu disais qu'il y a des fois il y a des super rendements, mais en fait derrière il y a une vraie réalité économique simplement parce que il y a de grosses liquidations au moment où tu l'utilises et tu en bénéficies. Donc ça serait pas ça finalement le signal finalement fondamental le plus important, c'est savoir en fait de comment est créée la valeur. Et bon, est-ce que c'est pas que quand quelqu'un perd que moi je gagne, tu vois? Est-ce que ouais, de comprendre un peu d'où vient la valeur. Ouais, ah, bien sûr. Après, même là sur Bancor, ce que j'aime bien aussi sur DeFi Safety, c'est qu'ils prennent aussi l'historique des hacks. Là, vous voyez quand même, bon, ça remonte à loin, mais en juillet 2018, il y avait déjà eu un hack de 23 millions de dollars. C'était pas rien, surtout pour l'époque. Et en 2021, grosso modo, ils ont découvert un bug et se sont hackés eux-mêmes pour sauver les fonds. Pas mal, mais quand même, c'est pas non plus super rassurant, quoi. Et juste voir un autre protocole pour vous montrer qu'est-ce que ça peut donner. Mais oui, je crois que je suis assez d'accord avec toi sur le côté. Il faut comprendre les flux économiques du protocole, tout autant que ses perspectives techniques. Au final, ces perspectives techniques, c'est plus une sorte de vérification à faire pour vous faire une idée, quoi. Parce qu'après, par exemple, un protocole qui vient de se lancer, s'il n'est pas à 100% sur DeFi Safety, c'est peut-être pas un drame, parce que ça prend du temps de faire la documentation et ainsi de suite. Mais voilà, si par exemple un protocole comme Aave, qui a des milliards de dollars, une équipe bien financée, je le trouvais pas à plus de 90% sur DeFi Safety, je m'inquiéterais. Parce que tu vois, ils ont les moyens de le faire. Donc s'ils le faisaient pas, ça serait inquiétant. Bon, a priori, ils le font sans souci. On retrouve aussi Liquidity dont on parlait tout à l'heure, voilà, je vous fais la petite pub, mais qui est un des meilleurs scores de DeFi Safety aussi. Parce qu'il y a eu toute une démarche de documentation, de modélisation et ainsi de suite, qui fait que ça score assez haut. Et au final, voilà, tout ce qu'on retrouve au-dessus des 90% ici, c'est quand même des trucs qui tournent depuis un bout de temps, sont là, ont fait leurs preuves, même si, encore une fois, il peut y avoir des doutes sur le modèle économique. Ça, c'est autre chose, mais a priori, le modèle technique est quand même très bien éprouvé, quoi. Et c'est pas non plus, voilà, c'est des noms que les gens connaissent, quoi. Uniswap, Gnosis Safe, Put Together, Aave, Balancer, Campan, Yearn, Curve, MStable, DYDX. C'est pas, on découvre pas des protocoles avec cette liste-là, quoi. Est-ce que dans les étapes d'après, en fait, une fois qu'on a identifié la plateforme et le type de rendement qu'on est prêt à prendre, qu'on voudrait aller chercher, où est-ce qu'on se dirige en fait pour mettre tout ça en place en fait? Moi, j'imagine que t'as déjà ton wallet, mais bon, il y a des plateformes aussi d'échange qui sont plus ou moins sûres en fait. Comment tu expliquerais ça à une personne pour aller chercher ton rendement après? Il va y avoir différents outils qu'ils peuvent utiliser. Hop là, pas que Zapper, mais Zapper. Par exemple, les plus connus, ça va être le couple, j'ai envie de dire, Zapper ou des banques. Yes. Où là, ils peuvent. Il va y avoir toute la question de pouvoir voir un peu tout ce qu'ils ont dans leur wallet. Ouais. Donc, par exemple, là, ça c'est sur mon wallet public, donc c'est pas un drame. Oui, j'ai beaucoup trop de NFT. Vous faites. C'est un autre problème. Mais voilà, ça permet de suivre ses positions aussi. Ouais. Plus concrètement. Donc, je sais pas, par exemple, là, j'ai essayé un protocole récemment qui permet de faire de l'apport de liquidité avec des tokens qui sont des claims sur des NFT. Et là, je retrouve ma position ici sans avoir à aller voir le protocole en lui-même. Et je peux voir le rendement et ainsi de suite. Donc, ça peut être des outils qui sont intéressants à utiliser. Des banques, c'est un peu dans le même genre. Ils sont aussi un peu moins graphiques. Ils sont aussi fiables pour ce qui est token natif que pour ce qui est NFT. Du coup, ils sont sur la valorisation. Parce que je voyais, par exemple, ils fonctionnent. Non, les valos de NFT, c'est c'est dur de valoriser des NFT. C'est pour ça que bon, ils donnent des prix, mais c'est un peu fantoche, quoi. Et tu sors du coup de la conférence là ETHCC à Paris. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais qu'est-ce que tu as appris en fait? Est-ce qu'il y a des choses à venir qu'il faut? Bon, on parle évidemment du merge de ETH. C'était le gros truc, j'imagine. Mais est-ce que tu as chopé des petites infos, des petites nouveautés sur ce qu'il faut s'apprêter à voir à sortir dans la DeFi? Moi, il y avait beaucoup d'excitation autour des solutions de scaling et notamment les fameux ZK-EVM annoncés par Polygon et un autre protocole qui est Scroll aussi qui a annoncé. Bon, il y a des petits débats pour savoir lequel, le truc le plus complet, ainsi de suite. Ça, je vais pas rentrer là-dedans. Mais donc, ouais, je pense que concrètement, pas mal d'excitation autour des roll-up et des layer 2. Ça, c'est assez logique au final. C'était un des trucs principaux. Après, c'est marrant, c'est que à peu près en même temps que la conférence, un tout petit peu après, bien qu'il n'y était pas personnellement, un truc qui a fait beaucoup de bruit aussi, c'est le stablecoin de Curve et le stablecoin d'Aave aussi, les deux qui ont été annoncés assez peu de temps d'intervalle. Ça, je pense que ça a créé pas mal d'enthousiasme aussi. Les gens ont beaucoup d'attentes là-dessus.
pour moi, c'est assez logique que ça arrive. On rejoint la réflexion de tout à l'heure. Ça permet de réduire énormément les coûts et d'avoir un truc potentiellement plus intéressant pour les emprunteurs. Et après, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de curiosité de voir qu'est-ce que va être le modèle concrètement pour les deux protocoles, et notamment pour Curve où on a encore assez peu de détails sur qu'est-ce qu'ils comptent faire. Et donc, ils vont peut-être innover une fois de plus. Et là, il y a pas mal d'anticipation à ce niveau-là, ouais. D'accord. Ouais, donc faut watch the space pour Curve, quoi. Un truc qui va arriver, quoi. Puis le Go aussi, je pense qu'il y a manière à ce qu'il fasse quelque chose d'assez intéressant. Peut-être un peu moins innovant en termes de modèle, mais quand même quelque chose qui va être très bénéfique pour AV, ouais. T'avais été un peu conservateur ou un peu critique sur Go, non? Sur le stable d'AV, il y avait des choses qui te plaisaient pas forcément, au moins, non? Ou j'ai raté un truc? Non, c'était juste un post qui annonçait qu'en gros, voilà, ils exploraient un nouveau. Cette approche, c'était une pré-proposition, si vous voulez. Donc, tout n'est pas gravé dans le marbre. Non, mais c'était juste, moi, ce qui m'avait un peu surpris, c'était le taux d'intérêt. Ils voulaient reprendre une approche plus à la maker où le taux d'intérêt est déterminé par la gouvernance. Et je sais pas, moi, on est en 2022 maintenant. Ça fait 4 ans que maker tourne comme ça et que à peu près tout le monde qui est pas biaisé est d'accord pour dire que c'est juste absurde, quoi. Ça ne fait aucun putain de sens que des randos de l'internet ils votent et pouf, ton taux d'intérêt est double pendant la nuit. Bon, ok, il y a un time lock et tout ça, c'est dur, mais en soi c'est absurde de laisser aux possesseurs de maker le vote sur ça, puisque a priori bon, tu veux qu'ils payent combien les emprunteurs de ton protocole? Je veux dire, la game theory te dit qu'ils vont voter pour qu'ils payent le plus possible qu'ils acceptent de payer. En fait, c'est une logique de maximisation des frais, quoi. Parce que en tant que possesseur de maker, même moi, si je possédais des makers, je voterais pour gaver les frais. Parce que, bah, vas-y, donne-moi de l'argent. Mais, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est absurde de laisser ça. C'est pas une décision. En fait, c'est plus la réflexion que c'est un paramètre opérationnel du système. La gouvernance n'a rien à voir là-dedans. Cool. Non, c'est clair, c'est très clair. Écoute, on arrive sur la fin de l'épisode. Du coup, je te remercie beaucoup encore de ton temps. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on a raté, peut-être que tu voulais peut-être ajouter sur... Oh là là, mais il y a plein de trucs, oui. Après là, on a parlé que de DeFi, mais il se passe des choses de tous les côtés. Un autre truc qui a pas mal enthousiasmé les gens, ICC même avant, c'est pour changer complètement de catégorie. Ouais. C'est Lens. Je peux montrer un peu à l'écran. Ouais. Donc ça vient aussi de l'équipe derrière AV. Mm-hmm. C'est plus, en fait, à la base, Lens, c'est une sorte de protocole fondamental qui permet la création de réseaux sociaux au-dessus, quoi. Mais c'est un protocole assez neutre. En gros, eux, ils font Lens et ils laissent d'autres projets faire des interfaces et des choses autour de ça, quoi. Et ça innove un peu à certains niveaux. Donc là, je suis sur Lenster, qui est une des interfaces pour utiliser son compte Lens. Et il y a des trucs assez intéressants où, par exemple, il y a un système qui s'appelle le collect, qui permet de collecter des posts, donc de les sauver. Et en fonction des réglages qui sont faits par la personne qui poste, c'est soit gratuit, soit ça peut être payant. Ça a été utilisé pour lever de l'argent pour des causes, par exemple, ou des choses comme ça. Donc on voit un peu des usages un peu innovants qui commencent à émerger. Et je pense que c'est assez excitant de suivre ça aussi. J'ai pas forcément le temps de passer plus de temps sur Lens, hélas, mais j'essaie quand même de garder un œil. C'est tout un espace qui a été ouvert et je pense qu'on va avoir pas mal d'innovations à ce niveau-là. Pour l'instant, c'est un peu une phase voilà, où ça part un peu dans tous les sens, ça foisonne, on sait pas trop ce qu'il prend, mais ça va sans doute après devenir un peu plus clair. C'est quand même dans l'environnement social, réseaux sociaux, socialisation, c'est ça, hein, de manière globale en fait, on reste toujours là-dedans, quoi. Du Web3. Ouais. Voilà, on est vraiment sur quelque chose assez similaire à ce qu'on connaît, quoi, une plateforme de partage de vidéos, mais qui se passe via le compte Lens, tu vois, le fameux Sign In with Lens. Et là où c'est assez chouette, c'est que bah voilà, tu vois, moi j'ai jamais été sur ce protocole, c'est la première fois de ma vie que j'y vais, mais bah immédiatement il y a toutes mes infos qui sont là, tu vois, parce que j'ai fait mon compte Lens. Donc hop, ma photo de profil, ma cover, mon site, mes petites descriptions, parce que tout ça va ramasser sur mon profil Lens. Donc c'est vraiment une sorte c'est un peu ce qui manque aujourd'hui aux réseaux sociaux classiques, quoi. C'est-à-dire concrètement, vous en avez marre de Facebook, vous en pouvez plus, vous voulez tirer et prendre toute votre donnée et aller ailleurs, ben vous pouvez pas. Alors que là, tout est sur un protocole neutre
Et après, ce qui se passe sur l'interface, c'est juste une question de présentation de l'information en soi, quoi. Mais libre à vous de faire ce que vous voulez. Ouais, c'est assez passionnant. Après, c'est vrai que ça questionne quand même sur si c'est vraiment décentralisé, si réellement, tu vois, tout ce qui est tout ce qui est annoncé est vrai, tu vois, en termes de mécanisme, parce que c'est vrai que ça serait un super atout s'il pouvait ne pas avoir de censure, parce que YouTube, c'est quand même, pour les créateurs, c'est quand même le truc qui était pas une ignace, tu vois. Ouais. Puis c'est vrai qu'après, sur ces trucs-là, le gros des problèmes, ils viennent avec le passage à l'échelle, quoi. C'est-à-dire, c'est très facile de faire une petite communauté sympathique, une expérience cool quand il y a 5, 10 000, 100 000 gars qui postent. Ouais. Le problème, c'est quand on a 5, 10, 20, 50 millions, où là, tu rentres dans des logiques de modération automatique ou des choses comme ça. En tout cas, jusqu'à présent, peut-être que eux, ils vont prendre un chemin différent. Justement, ils vont réussir à impliquer leur communauté dans la gestion du système, quoi. Je pense que c'est vraiment ce qui a manqué à Facebook ou autre, quoi. C'est qu'au final, tu te fais modérer par un robot, à moins que tu aies 250 gazillions de millions de followers, tu pourras pas parler à un humain quand ta vidéo se fait retirer sur YouTube ou un truc comme ça. Et du coup, ça crée une expérience vraiment assez brutale, quoi, pour les créateurs, où bof, tu passes du temps à faire ta vidéo et parce que tu as utilisé 4 secondes d'une chanson que tu savais pas qu'elle avait des droits ou je sais pas quoi, tu as mis 7 secondes d'un Disney dedans, boum, démonétisation, vidéo retirée. C'est quand même assez, et surtout aucun recours possible, quoi. Et parfois, bon là en plus je donne des cas où a priori on est dans une situation, j'ai envie de dire légalement vraie, quoi. C'est-à-dire il y a un vrai problème avec les droits, mais parfois c'est juste abusif, quoi. C'est-à-dire c'est une demande abusive qui est faite sur une vidéo YouTube par un ayant droit qui pense que c'est sa musique qui est utilisée ou je sais pas. Alors en fait ça ne tient pas, hein. Mais la démonétisation a quand même lieu et c'est très dur de se battre contre ça, quoi. Donc ouais, je pense que ça c'est assez, c'est un truc à suivre, quoi. Comment ils vont organiser leur modération, leur curation. Puis ouais, il y a aussi toute la question du fameux feed, quoi. C'est-à-dire bon là, je crois que sur Lens, on est sur juste un feed Lenster, pardon, c'est un feed basé sur le temps. Donc voilà, qui vous suivez et purement les plus récents. Mais après, voilà, quand on rentre dans une logique de, par exemple, vouloir faire un Facebook décentralisé, ok, très bien, mais comment tu organises, tu priorises l'information que tu présentes aux utilisateurs? Jusqu'à présent, sur Facebook, c'est un algorithme dont seul Facebook a le contrôle et la connaissance qui gère ça. Peut-être qu'on peut envisager des systèmes plus ouverts aussi pour organiser l'émergence de l'information sur les réseaux, quoi. Ouais, carrément. Très bonne question, super pertinent, et je pense c'est un truc à suivre sur ce point-là, quoi. Puis tu vois, ça rejoint un peu je vais arrêter le partage, je pense que c'est plus très pertinent maintenant. Ça rejoint un peu notre discussion tout à l'heure sur Terra Luna, où le fait que voilà, l'information était là, mais elle a eu beaucoup de mal à émerger parce que c'est peut-être aussi conséquence des systèmes de classification, j'ai envie de dire, sur les réseaux sociaux classiques, qui donnent quand même, voilà, bon, on le sait, ça donne la meilleure manière de faire du bruit, c'est de poster une information fausse. Ça se protège plus qu'une information vraie. Et ça, c'est quand même assez marrant. On le voyait pas plus tard qu'hier, qu'encore un gars qui faisait une analyse sur Curve où il se basait sur un site token terminal qui, bon, je ne sais pas pourquoi, mais ça fait des mois qu'il bouffe qu'une partie de la donnée de Curve. Et en fait, c'est un peu le test, si tu veux, pour voir un noob, quoi. J'ai envie de dire un noob de Curve. Et le gars, il va voir token terminal. Regardez, les chiffres sont délirants. Oui, gros, mais est-ce que tu as vu que en fait, il leur manque 90% de la donnée? L'analyse, c'est pas la même avec, quoi. Mais au final, le gars qui fait regardez, c'est du délire, Curve, c'est n'importe quoi. Boum, 500 retweets. Le mec qui dit regardez, en fait cette donnée elle est fausse et le gars il a pas compris, 5 retweets. Et c'est ça le problème, quoi. C'est la correction, elle se propage moins que l'information. Ouais, la fausse information. Ouais, ça c'est carrément le problème, c'est un peu humain. Je sais pas trop comment on peut lutter contre ça malheureusement, mais l'éducation seulement. J'y crois. Top. Bien sûr que ça passe par là. Merci beaucoup Brice pour ce live, c'est vraiment super. Je te remercie et puis je partagerai tous les liens aussi pour te joindre, les gens qui veulent follow, tu vois, suivre la conversation, etc., te suivre et je crois qu'il y a des trucs à faire. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Salut. Allez, bonne journée Paco. Salut. Ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao.